avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils l'ont braquée, sans savoir qu'elle était ceinture noire de karaté. Newark, New Jersey, un soir d'octobre. Le vent d'automne s'insinuait entre les vieux immeubles de briques rouges, soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnaient au rythme de ses rafales. L'air portait une odeur de pluie lointaine, de bitume humide et de fatigue urbaine. C'était l'un de ces soirs où la ville semble retenir son souffle, où les rues, désertées par la foule, n'étaient plus traversées que par les ombres des réverbères. Lisa Carter marchait d'un pas régulier, son sac de sport en bandoulière, les mains enfoncées dans les poches de son hoodie gris. Dans ses oreilles, un podcast sur la résilience mentale diffusait une voix posée qui parlait de conscience du corps, d'ancrage, de calme en situation de tension. Elle écoutait, attentive, tout en observant distraitement son environnement du coin de l'œil, une habitude qu'elle n'avait jamais perdue. Elle venait de quitter son dojo, situé à quelques pâtés de maison. Les tapis venaient d'être nettoyés, les lumières éteintes, les portes verrouillées. Les élèves du cours du soir lui avaient dit au revoir avec respect. Parmi eux, une jeune fille timide, Tamika, était restée quelques minutes après le cours pour lui parler de harcèlement à l'école. Lisa l'avait écoutée, puis lui avait enseigné quelques gestes simples de défense, mais surtout, elle lui avait parlé de posture, de regard, de respiration. De cette force intérieure que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Car Lisa Carter n'était pas qu'une professeure de karaté. Elle était une femme forgée par le feu de la vie. Née dans le quartier de Southward, un secteur connu pour ses tensions sociales et ses inégalités, Lisa avait grandi dans un monde où la survie passait avant le rêve. Son père, Raymond Carter, ancien militaire reconverti en chauffeur de poids lourd, avait disparu du jour au lendemain quand elle avait 7 ans. Un matin, il était parti en disant qu'il reviendrait avant le dîner, et il n'était jamais revenu. Pendant des années, Lisa s'était demandé s'il avait été victime de violence, s'il avait fui une dette, ou simplement fui une vie qu'il n'avait jamais choisie. Sa mère, Evelyn, infirmière de nuit dans un hôpital sous-financé, n'en parlait jamais. Elle avait élevé seule Lisa et ses 2 frères, Malik et Jordan, en jonglant entre les horaires décalés, les repas à préparer, les factures à payer, et les devoirs à vérifier à la hâte, épuisée mais droite. À 10 ans, Lisa avait été agressée dans la cour de l'école par un garçon plus âgé qui voulait son goûter. Elle n'avait pas pleuré. Pas ce jour-là. Mais cette nuit-là, sa mère l'avait trouvée recroquevillée sous la table, les poings serrés, le regard vide. Plus jamais, avait murmuré Evelyn en la serrant contre elle. Le lendemain, elle l'inscrivait à un petit dojo tenu par un vieil homme japonais nommé Sensei Nakamura, un maître oublié, humble, mais redoutable. Au début, Lisa n'osait pas parler. Elle ne comprenait pas la discipline stricte, les silences lourds, les gestes répétés 1000 fois. Mais au fil des mois, quelque chose en elle s'ouvrit. Elle comprit que chaque kata était une histoire. Que chaque position était une affirmation. Que chaque respiration pouvait devenir un bouclier. Elle s'entraîna avec acharnement. Pas pour devenir violente, mais pour ne plus être vulnérable. À 14 ans, elle était déjà plus rapide que la plupart des garçons de son âge. À 17, elle participait à des compétitions régionales. À 22, elle obtenait sa ceinture noire. Et à 25 ans, elle reprenait le dojo de Sensei Nakamura, qui lui légua les clés avec ces mots. La technique ne fait pas le maître. C'est la manière dont tu utilises ta force pour protéger les autres qui fera de toi une guide. En parallèle, Lisa poursuivit des études de travail social. Elle voulait comprendre le monde au-delà des points. Elle travailla ensuite avec des jeunes issus de foyers brisés, des mères célibataires, des adolescents en réinsertion. Elle les écoutait, les conseillait, les aidait à redéfinir ce que signifiait être fort. Lisa croyait profondément que la vraie puissance n'était pas celle du muscle, mais celle de l'esprit. Le contrôle de soi. La clarté en pleine tempête. Il était 22h43 lorsqu'elle tourna dans l'étroite allée pavée qui menait au parking souterrain de son immeuble. L'air était humide, chargé du parfum âcre de l'asphalte mouillé et des déchets urbains. La lumière vacillante d'un lampadaire grillé projetait des ombres étranges sur les murs de béton. Un silence étrange régnait,
troublé uniquement par le bruit de ses pas et le léger grincement métallique d'une porte de garage rouillée, quelque part plus loin. C'est là qu'ils surgirent. Sortis de l'ombre comme des spectres, deux hommes encapuchonnés, au visage partiellement couvert par des foulards noirs. Des silhouettes anonymes. Furtives, mais déterminées. Le premier, grand, corpulent, la démarche assurée, pointa une arme de poing vers elle avec une précision inquiétante. Il n'était pas nerveux. Il maîtrisait son intimidation, comme s'il l'avait déjà fait. Le second, plus maigre, bougeait sans cesse, jetant des regards anxieux derrière lui. Ses doigts tremblaient légèrement, il marchait avec agitation. Un suiveur, pas un meneur. Peut-être à sa première agression, ou trop paniqué pour la réussir. La voix du grand claqua dans l'obscurité. File ton sac et ton téléphone. T'as 3 secondes. Un compte à rebours silencieux démarra dans la tête de Lisa. 3. Elle évalua la distance, le poids du sac dans sa main, l'angle de la lumière, la posture de l'homme armé. 2. Son cœur accéléra, mais sa respiration resta lente. Contrôlée. 1. Elle fit glisser lentement son sac de sport de son épaule, sans précipitation, les yeux légèrement baissés. Elle adopta l'attitude d'une femme effrayée, obéissante, docile. Mais c'était un masque. Pas de problème, dit-elle doucement. Je vous donne ce que vous voulez. Mais au lieu de déposer le sac aux pieds des agresseurs, elle le laissa tomber doucement derrière elle, à environ 1 mètre, un geste à peine perceptible. Stratégiquement, cela obligeait l'un d'eux à s'en approcher. À se pencher. À se découvrir. Le plus jeune, nerveux, s'avança. Merde, pourquoi tu l'as jeté là-bas, grommela-t-il en avançant vers le sac, inconscient qu'il entrait dans une zone de frappe. Il se pencha. Tout se passa en une demi-seconde. Lisa pivota brusquement sur sa jambe d'appui, souple comme un félin, concentrée comme une lame. Son pied décrivit un arc parfait dans l'air, frappant la tempe droite de l'agresseur avec la vitesse et la force d'un fouet tendu. Un coup circulaire, Mawashi-geri, précis, silencieux, dévastateur. Le corps du jeune homme fut arraché à sa position. Il s'effondra lourdement sur le dos, la tête cognant violemment le sol dans un bruit sourd. Ses bras se raidirent. Il ne bougea plus. Le second, stupéfait, pointa à nouveau son arme, mais trop lentement. Lisa avait déjà réduit la distance. Ses mains étaient des instruments de concentration et de précision. Elle frappa son poignet d'un shuto-ishi, un coup tranchant avec le bord externe de la main. L'arme tomba au sol dans un cliquetis métallique. Sans attendre, elle enchaîna, un coup de coude brutal dans sa gorge, qui coupa court à son souffle, suivi d'un genou puissant dans le plexus solaire, qui le fit plier en deux sous la douleur. L'homme tenta de se redresser, haletant, les yeux écarquillés par la stupeur. Mais Lisa le fixa froidement, d'un crochet rapide du poing droit, le projeta au sol. Il tomba à genoux, désorienté, à bout de souffle, son souffle rauque et saccadé résonnant dans l'allée. Un silence presque irréel, troublé seulement par le bruit de sa propre respiration. Lisa recula prudemment, jeta un œil aux deux corps au sol, l'un gémissant faiblement, l'autre inconscient, puis ramassa l'arme tombée, en utilisant un mouchoir propre de son sac pour éviter d'y laisser ses empreintes. Elle se redressa. Ferma brièvement les yeux. Respira. Puis elle sortit son téléphone. Ses doigts ne tremblaient pas. Elle composa calmement le 911. Oui, ici Lisa Carter, au 327 Jefferson Street, à l'entrée du parking souterrain. J'ai été agressée par 2 hommes armés. Ils sont neutralisés. Je suis indemne. Je vous attends. Elle raccrocha, rangea le téléphone, et resta là, debout dans la lumière pâle du lampadaire, droite, calme, les yeux tournés vers la nuit. Aucune trace de panique. Juste cette force tranquille qu'on ne devine jamais à l'apparence. Quelques minutes plus tard, 2 véhicules de patrouille déboulèrent à toute vitesse dans l'allée menant au parking souterrain, gyrophares allumés, sirènes désormais coupées. 2 agents en descendirent rapidement, mains sur leur ceinture, scannant la scène avec professionnalisme. L'officier Marcus Fields, un vétéran respecté du commissariat central de Newark, reconnut immédiatement la silhouette debout, calme, au milieu du chaos. Il fronça légèrement les sourcils en s'approchant.
Lisa Carter? Tout va bien, demanda-t-il, d'un ton où perçait à la fois la surprise et l'inquiétude. Lisa hocha la tête en silence, encore légèrement essoufflée mais parfaitement maîtresse d'elle-même. Elle tendit l'arme désarmée avec précaution à l'un des agents, puis, d'un simple geste du menton, désigna les 2 agresseurs gémissant au sol. Ils ont tenté de me braquer. J'ai juste réagi. L'un des malfaiteurs, le plus costaud, tentait de se relever péniblement, sa respiration sifflante trahissant la douleur d'une épaule probablement disloquée. L'autre, au sol, immobile, gémissait de douleur en se tenant la mâchoire, clairement fracturée. Les agents procédèrent rapidement à leur interpellation, appelant une ambulance pour évaluer l'état des suspects. Lisa, quant à elle, répondit calmement à toutes les questions. Elle ne haussait jamais la voix. Pas de triomphe dans ses mots. Juste des faits. Le rapport de police fut sans appel, légitime défense. Aucune hésitation. Mais ce que personne sur place ne savait encore, c'est qu'une petite boutique de réparation électronique, située juste à l'angle de la rue, avait récemment installé une caméra de sécurité haute définition orientée précisément vers l'entrée du parking. Et cette nuit-là, elle avait tout enregistré, depuis le surgissement brutal des 2 hommes, jusqu'à la maîtrise impressionnante de Lisa Carter. Le lendemain matin, le propriétaire du magasin, un certain monsieur Arturo Vélé, tomba sur les images en vérifiant ses enregistrements après avoir entendu les sirènes la veille. Stupéfait, puis admiratif, il envoya la vidéo à une journaliste locale qu'il connaissait, Samantha Hill, chroniqueuse engagée pour la chaîne communautaire NBN News Newark. La vidéo fut diffusée en ligne dans l'après-midi. En moins de 24 heures, elle avait dépassé les 12 millions de vues. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Cette femme est un modèle. Sang-froid, puissance, humilité. Respect. Je vais m'inscrire à un cours de karaté dès demain. Voilà pourquoi il faut se méfier des apparences, elle les a démontées. Une guerrière moderne. Lisa Carter, tu nous représentes. Lisa, de son côté, fut inondée de demandes médiatiques, interviews, talk-shows, podcasts. Même des émissions nationales la contactèrent. Mais fidèle à sa nature, elle déclina poliment la plupart de ses offres. Elle accepta cependant l'invitation de la journaliste Samantha Hill pour une émission sobre, diffusée sur la chaîne communautaire locale. Dans une salle modeste, entourée d'étagères de livres et de plantes vertes, Lisa s'exprima pour la première fois publiquement. Je n'ai pas agi pour devenir une héroïne. J'ai réagi parce que j'étais prête. Mon maître d'arts martiaux m'a toujours dit, prépare-toi pour le jour où tu espéreras ne jamais avoir à utiliser ce que tu sais. Ce jour est venu. Et j'étais prête. Elle marqua une pause, puis ajouta avec gravité. Je ne veux pas que les femmes vivent dans la peur. Je veux qu'elles sachent qu'elles ont du pouvoir. Pas pour attaquer. Mais pour choisir. Choisir de se défendre. Choisir de marcher la tête haute. Choisir de dire, pas aujourd'hui. À la fin de l'émission, une fondation locale pour l'émancipation des femmes annonça la création d'un programme gratuit d'autodéfense en milieu urbain, financé par des dons spontanés suite à la vidéo. Lisa accepta d'y enseigner bénévolement 1 fois par semaine. Et dans ce dojo de quartier, modestement décoré, chaque mardi soir, elle retrouvait des femmes de tous horizons, mères, étudiantes, femmes âgées, adolescentes. Toutes venues apprendre non seulement des techniques, mais aussi une posture. Une assurance. Une force intérieure. Lisa Carter, ceinture noire de karaté, était devenue bien plus qu'une combattante. Elle était un symbole discret mais puissant d'une résilience féminine déterminée, ancrée, silencieuse et redoutable. Quelques mois plus tard, portée par l'élan de son histoire devenue symbole de résilience, Lisa lança un programme gratuit de self-défense destiné aux femmes victimes de violences domestiques, aux jeunes filles vivant dans des quartiers sensibles, et plus largement à toutes celles qui voulaient apprendre à se protéger. Son dojo, qui n'était auparavant qu'un petit lieu d'entraînement discret, se transforma rapidement en un véritable refuge, un espace d'entraide et de partage. Les murs, jadis simplement recouverts de photos de maîtres et de ceintures noires, se garnirent d'affiches aux slogans inspirants, force, respect, courage, confiance en soi, première défense. Chaque soir, le lieu vibrait d'une énergie nouvelle. Lisa ne se contentait plus d'enseigner des techniques de combat,
elle transmettait un message bien plus profond, celui de la discipline, du respect de soi et des autres, et surtout, de la confiance en soi. Des adolescentes timides, des mères épuisées, des étudiantes hésitantes, toutes venaient franchir le seuil du dojo avec des histoires différentes, mais un même besoin, se sentir fortes, capables, maîtresses de leur vie. Au fil des semaines, Lisa voyait leur regard changer, passant de la peur à la détermination, des mains tremblantes à la posture fière. L'écho de son programme s'étendit rapidement dans toute la ville de Newark. Des écoles, des centres communautaires, des associations locales firent appel à elle pour organiser des ateliers, des conférences. Lisa devint une figure incontournable dans la lutte contre la violence faite aux femmes, une voix de sagesse et d'action. Pendant ce temps, les 2 hommes qui avaient tenté de la braquer furent identifiés comme des récidivistes connus de la police. Lors du procès, leurs antécédents lourds ne jouèrent pas en leur faveur. Ils furent condamnés à plusieurs années de prison ferme pour tentative de vol à main armée. Quelques mois après leur incarcération, Lisa reçut une lettre inattendue. C'était celle du plus jeune des 2, celui qu'elle avait neutralisé d'un coup précis à la tempe. Dans ses mots maladroits mais sincères, il exprimait sa honte et son regret. Il lui demandait pardon, reconnaissant pour la première fois la gravité de ses actes et son erreur fatale à choisir sa victime. Lisa prit le temps de réfléchir avant de lui répondre. Fidèle à ses principes d'humanité et de réhabilitation, elle lui écrivit avec dignité et fermeté. Chacun mérite une seconde chance. Mais sache une chose, ta victime n'était pas faible. Elle était prête. Elle avait choisi de se défendre, de ne pas se laisser briser. Que ta prise de conscience soit le début d'un vrai changement. Ce que peu savaient, c'est que Lisa Carter n'était pas simplement une femme qui marchait seule dans la nuit. Elle était une ceinture noire, une éducatrice passionnée, une force tranquille capable de réveiller la puissance cachée en chacune. Et surtout, une guerrière de l'ombre, une héroïne silencieuse que personne n'aurait jamais dû sous-estimer. À travers elle, c'est toute une communauté qui apprenait à se relever, à s'armer de courage et à reprendre confiance en l'avenir.